s'inscrire de la sécurité sociale de l'alimentation en ville. Donc, ça sera intéressant comme cette fois de s'inscrire à la possibilité d'enclencher quelque chose en s'appuyant en plus sur tout ce que Thérèse nous a dit avant, c'est-à-dire les problèmes assez importants qu'il y a du côté de l'agriculture locale. Voilà. Ça, c'est un truc important, mais il va bien comprendre. Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une proposition politique. Cette proposition politique, elle n'a rien à voir avec un dispositif de politique sociale pour les pauvres. J'insiste là-dessus. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas fait pour les pauvres. C'est fait pour tout le monde, y compris les familles et les personnes qui ont des difficultés. Okay. Donc ça, c'est un présupposé qui est hyper important parce que si on ne comprend pas ça, on va se retrouver dans une situation dans laquelle on est souvent confronté, hein, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui investissent sur la question de la précarité alimentaire et qui pensent qu'avec ça, on va résoudre la question de la précarité alimentaire. Donc, en tout cas, et qui vont finalement utiliser cette proposition politique dans un sens qui va être du chèque alimentaire, des épiceries sociales et tout y quanti. Le projet n'est pas du tout celui-là. Il s'appuie sur le régime général de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on appelle ça sécurité sociale de l'alimentation. Alors, avant qu'on démarre, je vais juste appuyer sur deux points qui sont importants pour qu'on puisse après pouvoir dérouler comment on travaille sur cette proposition politique. La première des choses, c'est qu'en réalité, on dit sécurité sociale de l'alimentation, mais on devrait dire sécurité sociale des systèmes alimentaires. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on pose comme question derrière, c'est l'ensemble des activités qui sont nécessaires pour se nourrir. Ce n'est pas simplement la question des produits alimentaires qu'on a dans nos assiettes, mais c'est aussi l'ensemble de la chaîne qui amène ces aliments dans nos assiettes et surtout les conditions de production, ce que tu as évoqué là, tout à l'heure au début, et les conditions sociales de cette production. Et donc cette proposition est très clairement anticapitaliste. Il faut poser le cadre. L'objectif, c'est de sortir du système productiviste tel qu'il nous a été imposé et très clairement sortir de l'agro-business. Aujourd'hui, cette sécurité sociale de l'alimentation, alors derrière ça, cette notion de système alimentaire, je vais juste m'arrêter 30 secondes, c'est 4 activités qui sont les 4 activités dont les hommes et les femmes qui habitent cette planète ont toujours eu besoin pour manger. 1, de la production, 2, de la transformation, 3, de la distribution, et 4, de la consommation et des lieux de consommation. C'est-à-dire que ce que ça nous demande, cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation, c'est de travailler sur tout ça. Et des services annexes, comme par exemple la question de la logistique, comment on met les produits d'un endroit à un autre, la question de la gestion des déchets, on ne parle pas, et en particulier la question de la gestion de l'eau et de l'accès à l'eau. Voilà. Donc on embarque tout ça avec nous à chaque fois. Vous voyez bien, c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être beaucoup, parce que vous voyez bien qu'on ne peut pas penser ça tout seul dans le coin et qu'il y a besoin d'une multiplicité de compétences et d'approches de la question. Le deuxième concept qui est important, c'est celui de démocratie alimentaire. Alors, démocratie alimentaire, sa signification, c'est simple. C'est nous, citoyens, reprenons la main sur nos systèmes alimentaires. Pourquoi on pose ça comme ça? C'est parce que à partir du milieu des années 80, se met en place les accords de l'OMC, les accords mondiaux de commerce, qui vont rapatrier, en gros, sur l'escarcelle, en particulier l'agriculture, qui jusqu'à ce moment-là, restait quand même quelque chose d'assez protégé à l'échelle de la planète. Okay. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quelles que soient les décisions qu'on peut prendre, quelle que soit la façon dont on peut imaginer la question, on est dans une situation où les États, et en particulier les États du Nord, n'ont aucune capacité de législation par rapport à ce système agro-business qui existe à l'échelle de la planète et qui est entre les mains d'un certain nombre de multinationales. Et ces multinationales, elles embarquent avec elles aussi la multitude de PME et de PMI qui fonctionnent dans l'agro-business. Pas trop le choix d'ailleurs. Et donc en France, 10%
ce système alimentaire est effectivement pris en charge par des grosses entreprises, en particulier toutes les entreprises de la distribution que vous connaissez bien, mais on a aussi une multitude de TPE et de PME qui prennent en charge la question de la transformation et toutes les activités connexes qui vont avec. Ce système agro-business, il s'est construit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale sur essentiellement l'énergie du pétrole. Hein, c'est ça qui a été l'apprentissage de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une partie de l'agriculture, en particulier de l'élevage, qui s'est construit à partir des leçons acquises de ce qui s'est passé sur la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est intéressant de comprendre que les guerres, elles servent à ça aussi. Voilà. La guerre d'Ukraine, aujourd'hui, elle vient aussi entre complètement dans la façon dont ça déstabilise complètement le système alimentaire à l'échelle de la planète, puisque l'Ukraine, c'est un des pays où les terres arables sont les plus riches et où il y avait une culture du blé extrêmement importante et du blé spécialisé, hein, comme ça s'est fait à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire comment on encadre les semences, comment on fait en sorte d'avoir des productions agricoles qui soient rentables, etc. etc. Voilà. Ça, c'est un aspect qu'il faut bien piger parce que finalement, c'est ça qu'on a en face de nous. Hein. Et on a en face de nous, finalement, un marché d'offres alimentaires qui est hyper puissant, à la fois par le fait qu'on a des acteurs capitalistes aussi importants, mais on a aussi au service de ces acteurs une organisation du marché libéral, et en particulier en Europe néolibérale, avec un encadrement du marché, avec une législation européenne, et pas simplement européenne, hein, nationale. Il ne faut pas oublier que la législation européenne, elle n'est souvent que le résultat des législations nationales. La France est un des acteurs assez costauds dans ces histoires-là. Et donc on est aujourd'hui dans une situation où on est complètement enfermé dans cette offre alimentaire. Donc cette idée de démocratie alimentaire, bah, c'est ok, puisque les États ne peuvent rien faire, puisque le marché est aussi puissant, bah, nous, habitants et habitantes de ces pays, bah, reprenons la main sur nos systèmes alimentaires. Voilà. Donc c'est aussi une façon de se dire, bah, voilà, soit on considère que le rapport de force il est impossible et on ne bouge pas, ou en tout cas on fait ce qu'on peut, ou bien alors effectivement on part dans cette idée qu'il y a possibilité de s'organiser et de mettre en route un certain nombre de choses par rapport à ces systèmes alimentaires. Voilà, c'est un peu ça, si vous voulez, la façon dont ça a construit cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Donc cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, elle se met en place à partir d'un séminaire qui a eu lieu en 2019, je crois. Séminaire dans lequel on se retrouve donc un certain nombre d'entre nous, en sachant que pour la plupart d'entre nous, on se connaît déjà depuis une bonne dizaine d'années, autour de tout ce qui va être l'agriculture alternative. Voilà. Donc on n'est pas des inconnus. On a juste eu des moments où on a bossé ensemble, puis des moments où on s'est séparés parce qu'on n'était pas complètement d'accord, mais on se retrouve tous ensemble sur cette idée-là. Et ce collectif donc, a été formé par 9 organisations, donc le mien collectif en fait partie. Et ensuite, il y a un certain nombre d'initiatives qui se sont revendiquées de la SSA et qui ont rejoint ce collectif. Et aujourd'hui, on est une cinquantaine. Donc ça, c'est pour vous situer un peu la situation dans laquelle on est. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sécurité sociale de l'alimentation? Comme je l'ai dit, ça se base sur le régime général de la sécurité sociale, tel qu'il a été mis en place en 1946, entre la période de 1946 et 1967. C'est-à-dire toute la période où, finalement, ce régime général est à la fois l'aboutissement pratiquement d'un siècle de lutte ouvrière, de lutte sociale, puisqu'avant la Seconde Guerre mondiale, il existait des caisses de secours, des mutuelles, etc., avec, pour la plupart de ces caisses et de ces mutuelles, des luttes assez importantes, en particulier par rapport à l'État. Et j'y reviendrai après. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre, dans ce temps historique particulier, la sortie de la guerre, le ministre en organise ce régime général, c'est-à-dire qu'il
s'est fait en 6 mois. Ça s'est d'ailleurs décidé par ordonnance. Donc, vous voyez, le processus démocratique tel qu'on essaie de le défendre aujourd'hui n'était pas forcément présent à ce moment-là. C'est la situation de l'époque qui permet ça. Donc, entre 46 et 67, finalement, les caisses de sécurité sociale vont être directement gérées par les ouvriers, à la fois sur le recueil des cotisations et sur la gestion de ces cotisations. Et ils vont inventer, entre guillemets, de façon assez importante, l'idée du conventionnement. C'est-à-dire que ça existait déjà un peu, évidemment avant dans les caisses qui existaient, mais là, du coup, c'est fait à une plus grande échelle et c'est clairement géré par les syndicats. Donc, durant toute cette période, ça va loin, hein, parce que sur cette période, la gestion des caisses, c'est là où, par exemple, on va construire les hôpitaux. Hein, et les hôpitaux, ils vont être construits sans avoir recours à la dette, mais vont utiliser une partie des cotisations pour l'investissement et la mise en place de ces hôpitaux, qui existent toujours aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, la plupart d'entre eux, il y en a un certain nombre qui sont aujourd'hui, il y a des constructions importantes de cliniques, mais je veux dire, la plupart des hôpitaux dans lesquels on va, ils datent de ces périodes-là. Donc tout ça pour vous dire que c'est un conflit social qui est super important pour nous, même y compris dans la façon dont on peut se l'approprier comme contre-récit par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a une histoire riche qui est faite de luttes qui ont été gagnées. Et ce que nous montre l'histoire, c'est que sur cette période-là, ces caisses de sécurité sociale, elles étaient gérées par les ouvriers eux-mêmes et par ceux qui cotisaient à ces différentes caisses. Donc on sait faire. On sait faire. Et il y a aujourd'hui des choses qui restent de cette période-là, donc ce qu'on appelle les déjà-là, et que ces déjà-là, si déjà on les mettait au service du projet de SSA, je vous assure qu'on changerait déjà des choses simplement rien qu'avec ça. Alors, cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, elle part du constat que vous avez tous fait, hein, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est aujourd'hui concernant l'alimentation et les systèmes alimentaires. Et donc, cette proposition, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est celui du financement par la cotisation sociale. Donc, cotisation sociale prélevée sur la valeur ajoutée des entreprises. Okay. Donc, il nous faut 120 milliards pour engager ce projet pour tout le monde à l'échelle de l'ensemble du territoire. La deuxième chose, c'est le fait de... Enfin, c'est même carrément le premier point qui est extrêmement important, qui est celui d'un accès universel. Il n'est pas question de choisir, de décider qu'un tel ou une telle a le droit d'aller sur ce modèle-là et pas d'autre. Donc on reste bien sur cette idée d'accès universel à une alimentation. Le terme qui a été choisi, c'est celui de choisi, justement, c'est l'alimentation choisie. Parce que derrière ce terme-là, l'idée, c'est de se dire aussi que, contrairement aux problèmes de santé, ou en tout cas la façon dont la santé est traitée dans les pays du Nord, les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes selon les groupes sociaux auxquels on appartient, selon l'âge qu'on a, selon les traditions dans lesquelles on est, et que donc ça nécessite d'être en capacité de prendre ça en compte, ce qu'on met dans ce terme choisi. Nous, on rajoute durable, notre collectif rajoute durable, qui fait polémique de façon assez forte, puisque ce terme est complètement instrumentalisé du point de vue capitaliste par l'idée de développement durable, ça va très bien ensemble. Et nous, on le garde pour une simple et bonne raison, c'est que ce terme, il est sorti dans les ateliers de croisement des savoirs qu'on a pu faire, et qu'il embarque avec lui, en gros, l'idée qu'on a un accès universel tout le temps, dans la durée. C'est pas juste 5 mois, 2 semaines, ou je sais pas quoi, c'est tout le temps. Voilà. Et ça embarque le fait que derrière, il y a un besoin universel. Voilà. Donc, c'est des petites nuances qui existent sur la façon d'en parler. Donc, on a cet accès universel, financement par la cotisation sociale, conventionnement, donc conventionnement de lieux et de produits. Alors, conventionnement des acteurs du système alimentaire, des professionnels du système alimentaire, c'est
comment on va faire en sorte que ces alimentations de qualité, comme disait Thérèse, soient produites dans des conditions qui correspondent aux normes qui vont se mettre en place. J'en parlerai après. Et donc, ce travail de conventionnement, il se fait à l'échelle des caisses locales et de façon démocratique. C'est-à-dire que c'est décidé par l'ensemble des habitants et des habitants. Après, les processus démocratiques qui se mettent en place pour arriver à ça, c'est des choses qui sont variables. Je ne vous cache pas, on n'est pas tous d'accord sur la façon dont il faut penser ces processus, mais ce qu'on sait, c'est que ces processus démocratiques autour du conventionnement sont essentiels pour faire exister et ancrer ces quêtes locales de la SSA. Et les expérimentations qui se disent de caisse de la SSA le montrent bien aujourd'hui. On montre bien que ce processus démocratique est super important. Et on propose également le versement d'une allocation mensuelle entre 120 et 150 euros à l'ensemble des habitants et des habitantes du territoire, avec donc aussi bien les adultes que les enfants, avec cette idée que cette allocation, elle va soutenir la transition vers la transformation des systèmes alimentaires. Alors là-dessus, on a des points de vue un peu différents, parce que certains d'entre nous pensent qu'on ne peut pas réfléchir la question sans se poser la question de l'investissement dans la transformation des systèmes alimentaires. C'est-à-dire comment on soutient les paysans et les paysannes, comment on soutient les boulangers des villages, comment on soutient la supérette et l'épicerie qui est encore dans le village, comment on soutient la distillerie dans sa vocation à faire cantine pour tout le monde le midi. Voilà. Comment on soutient ces lieux-là et on ne peut pas faire autre chose. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est quand même d'investir dans le fait que l'ensemble de ces acteurs-là participent finalement à un changement profond des systèmes alimentaires. Voilà. Donc, c'est les trois piliers sur lesquels on est d'accord. Alors, le collectif national, il fonctionne avec au moins trois rencontres par an, trois rencontres physiques. Et ensuite, on a des rencontres mensuelles qui sont en visio tous les mois. Et il y a une forme de travail en interne, parce que vous imaginez bien ce que ça veut dire 50 organisations avec plein de gens. Vous imaginez bien que ça nécessite un peu d'organisation pour mettre en place un processus démocratique. Et le processus démocratique sur lequel il y a énormément de travail qui est fait, c'est un des rares endroits, vous voyez, je ne suis pas toute jeune, donc je connais quand même beaucoup mieux de lieux militants, et c'est un des rares endroits où il y a un processus démocratique qui se travaille en permanence. C'est basé avant tout sur changement de rôle, c'est-à-dire qu'on a une coordination qui a un rôle, en gros, de coordonner les activités. Et là, les gens qui viennent là viennent prendre la coordination, ceux qui le souhaitent, qui sont pour 6 mois, 1 an. Donc, il y a un changement régulier à la coordination. La même chose sur les groupes de travail, etc., etc. Ce qui veut dire que le fait de travailler sur ce changement de rôle fait qu'il y a un apprentissage collectif qui se fait à l'intérieur du collectif, de monter en compétences collectives sur la compréhension de la proposition politique de façon assez fine, puisque finalement, à chaque fois, on amène ce qu'on sait et on prend ce que les autres nous amènent dans la compréhension de ce qu'ils expérimentent les unes, les uns et les autres. Voilà. Donc, c'est un processus extrêmement intéressant. C'est aussi donc ça c'est le dispositif en lui-même. Alors la tendance forte quand même dans un pays comme la France, c'est de rester sur des visions assez romantiques de l'agriculture, ce qui veut dire que ce qui vient tout de suite à la tête de tout le monde, c'est d'abord les fruits et les légumes en termes de produits, et deux, en gros chacun sa petite amarre, chacun son petit paysan, etc. Or, l'ensemble des études montrent que, d'une part, aujourd'hui, on est dans un pays qui n'a plus la capacité de sa souveraineté alimentaire,
a suffisamment de terres agricoles. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, vous voyez bien, on a fait l'expérience, nous, là où on habite, à savoir que nous, si on veut manger autre chose que de la vigne, ça va être un peu compliqué. Hein, transformer une terre sur laquelle la vigne a poussé depuis toujours, c'est vachement compliqué, il faut le temps. Et que donc, ça montre bien qu'il va falloir réfléchir la façon dont ces différents systèmes alimentaires coexistent et comment ça va pouvoir se mettre au travail dans cette perspective de transformation. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que le système alimentaire français en particulier, alors c'est pas que la France, hein, c'est tous les pays qui ont eu des colonies, une partie de notre système alimentaire est complètement ancrée dans la colonisation. Donc, ce qui veut dire aussi que de ce côté-là, il y a un énorme travail à faire sur la façon dont on peut prendre en compte ces pays qu'on a mis au service de notre système alimentaire et comment on pense la dépendance ou l'interdépendance. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer quand même que notre histoire de SSA, ça va être notre petit truc à nous et qu'on va pouvoir le résoudre. Et ne serait-ce que parce que aujourd'hui, la dimension de la souveraineté alimentaire, elle est à l'échelle européenne. Aujourd'hui, hein, on n'est pas à aucune autre échelle que celle-là. Ça veut dire aussi comment tout ça, ça se met en discussion avec les autres pays, en sachant que les autres pays qui peuvent avoir certains plus d'autonomie alimentaire que nous, ils n'ont pas envie de discuter avec nous sur un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, on part sur quelque chose qui est politiquement complexe et il ne faut pas s'imaginer qu'on va résoudre ça simplement à une échelle locale. Mais ce que nous montrent les expériences auxquelles on participe depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est qu'il y a eu petit à petit un partage de la compétence sur les systèmes alimentaires qui s'est fait de façon assez forte et que des initiatives portées par des habitants et des habitants à l'échelle de territoires locaux, il y en a plein, il y en a beaucoup. Souvent un peu habité avec cette vision romantique dont je vous parlais, mais bon, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et l'autre bout par lequel on aborde souvent la question de la SSA, c'est la question de la précarité alimentaire. Voilà. Et là, c'est une erreur forte parce que, comme je l'ai expliqué, la proposition politique telle qu'elle est là, ce n'est pas une politique de pauvres. Ça serait vraiment, encore une fois, rester dans les pauvres politiques en direction de ceux qui ont le moins de sous. Et la deuxième chose, c'est aussi finalement le fait de bien comprendre que la filière de l'aide alimentaire, elle est complètement appuyée sur le système productiviste et elle n'existe que parce qu'on a ce système productiviste d'une part et du travail gratuit d'autre part qui est porté de façon majoritaire par les hommes et les femmes, et en particulier les femmes et les hommes à la retraite. Voilà. Donc on est dans une situation où il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de remplacer cette filière par un truc qui serait une allocation SSA, hein, mais qu'on est bien sur l'idée d'une transformation pour l'ensemble de la population. Alors évidemment, ça nécessite de penser la transition, vous en doutez bien, parce que quand même, oui, on vient de le voir, hein, on vient de le vivre de façon très claire, c'est que dans ce pays, la démocratie, elle passe par la loi, et les lois, elles sont décidées au Parlement. Donc, comment finalement on peut faire en attendant, dans la mesure où la SSA n'est pas encore arrivée à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire qu'on est quand même plusieurs à avoir travaillé dans les coulisses de cette Assemblée nationale pour voir comment cette perspective de SSA pouvait être prise en compte. Et que ce qu'on a constaté, c'est que du côté des assistants parlementaires et des assistantes parlementaires, qui sont des jeunes hommes et des jeunes femmes, aucun problème. C'est compris, tout le monde voit bien l'enjeu, et l'enjeu en particulier par rapport au changement climatique, et que le projet, la proposition politique, elle ne passe jamais la barre du personnel politique. Sauf que là, vous avez vu quand même que sur les dernières campagnes électorales, il y a eu quand même un intérêt assez fort des appareils politiques sur le fait de chercher finalement des projets entre guillemets populaires
pour la SSA. Donc on voit bien qu'on est dans une période où la réappropriation de ces projets-là par un certain nombre d'appareils politiques et d'institutions publiques va se faire. Et tout ça pour en arriver aussi à vous raconter quelque chose d'important. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle La bataille de la Sécu, par Nicolas Da Silva. Nicolas, il a fait son boulot sur comment ça s'est passé avant qu'on arrive au régime général. Donc il est parti de l'auto-organisation finalement des ouvriers et des ouvrières sur la façon dont ils se sont mis ensemble pour mettre en place ces caisses de secours. Et sur toutes ces périodes-là, on voit la lutte entre les caisses auto-organisées sur lesquelles le contrôle populaire demeure et les caisses qui vont accepter finalement de s'allier aux institutions publiques, en particulier à l'État. L'État va n'avoir de cesse, durant toute cette période-là, de mettre la main sur ces caisses autonomes. Et évidemment, c'est ce qui va se passer pour les caisses de sécurité sociale, et évidemment, c'est déjà ce qui se passe. Donc derrière ça, il y a donc on résume ça, nous, à travers deux mots, qui est est-ce qu'on va sur une SSA, la sociale, puisque finalement, ce régime général mis en place, la gestion qui a été faite par les caisses ouvrières, ce moment-là, on l'appelle la sociale, versus l'État social. Est-ce qu'à partir de 1976, l'État réintervient dans la gestion des caisses pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où finalement les travailleurs et les travailleuses ont été complètement éjectés de la gestion de ces caisses de sécurité. Okay. Donc cette tension-là, il faut vraiment qu'on l'ait bien dans nos têtes, parce que dans l'ensemble des expérimentations qui se mettent en place, pour l'instant, aucune de ces expérimentations ne fonctionne, enfin celle en tout cas qui s'intitule caisse alimentaire, ne peut finalement fonctionner sans intervention de subvention, quelle qu'elle soit, publique ou privée. Voilà. Donc il faut savoir, c'est-à-dire que j'ai pas de... Là, moi, si j'ai le choix, je préférerais qu'on travaille sur des caisses autogérées. C'est évident que le contrôle populaire soit bien en place, qu'il y ait un travail profond sur le processus démocratique. Donc ce courant de démocratie radicale, il est présent dans le collectif SSA. Et on a deux autres courants, et en particulier un qui est davantage sur cette façon de voir comment on arrive à mixer du public, du privé, de la subvention, de la cotisation, etc. Mais ce qui compte et ce qui est important, c'est que nos dissensus sont là, sont réels. Pas toujours facile à discuter, mais ça n'empêche qu'on est toujours ensemble dans ce collectif. Et que je pense qu'aujourd'hui, ça vient montrer et acter probablement une nouvelle façon de penser la politique. Pour insister aussi sur un autre aspect, c'est que dans ces expérimentations autour de l'alimentation, il y a énormément de femmes. La plupart des initiatives sont portées par les femmes. Dans la vie du terrain de ces initiatives, c'est des femmes et des jeunes. Énormément de jeunes, surtout en ville. Et donc on est bien dans un projet qui porte à la fois ce contre-récit par rapport à ce business autour de l'alimentation, et en même temps prend bien en compte les enjeux des générations futures et les effets des transformations qui sont à faire pour les raisons climatiques. Alors moi je fais partie de gens qui sont davantage penchés sur la question de la pauvreté, de l'instrumentalisation de la pauvreté, de la gestion de la pauvreté par l'alimentation, et sur les processus de démocratie, que par exemple sur la question de l'agriculture. C'est pour ça que je ne vous parle pas trop de ce que ça fait à l'agriculture, mais c'est important aussi de voir les effets qu'il peut y avoir. Cette question de SSA, on a besoin donc d'une loi qui l'institue, ne serait-ce que pour mettre en place une cotisation sociale, puisqu'il n'y a que l'État qui peut lever un impôt. Donc ça, c'est une première chose. Après, toute la question derrière, c'est est-ce que c'est une sixième branche? Parce qu'en gros, ça serait ça, une sixième branche. Ça pourrait se faire demain. Hein. La cinquième branche, qui est celle de l'autonomie, elle a été construite en moins d'un an par une loi organique. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a pas de problème derrière pour instituer ces sixièmes branches. Par contre,
suite, vous voyez bien que d'emblée, la première chose sur laquelle on va se confronter, c'est les règles du marché, évidemment. Donc, ce qui organise et structure en particulier le droit à la consommation dans le cadre du marché capitaliste. C'est pour ça que ce projet politique, cette proposition politique, c'est une proposition anticapitaliste. On se positionne dans quelque chose qui va contre le système productiviste, contre les conditions sociales dans lesquelles les travailleurs et les travailleuses sont obligés de travailler pour ramener la nourriture qu'on a, dans les process industriels qui sont en place pour fabriquer une partie de l'alimentation ultra transformée, etc. etc. Voilà. Donc vous voyez, quand on rentre dans ce projet de sécurité sociale, on y rentre à l'échelle à laquelle on est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire là où on est à travers un début de groupement d'achat, à travers une caisse comme on fait à Montpellier ou à Cadenet, qui est un petit bourg, ou bien comment on monte un groupe local qui réfléchit au niveau de la SA, par exemple, sur l'enjeu des critères de conventionnement. Vous voyez bien que sur les critères de conventionnement, il y a un enjeu démocratique extrêmement fort. Qui on conventionne? Voilà. Donc c'est un peu toutes ces questions-là. Je vous ai dit en gros un peu ce qui se passe, ce qui traverse un peu la réflexion. Et ben voilà, si vous avez des précisions, des choses, c'est tranquille hein, comme projet. Contrairement à ce que ça peut donner l'impression, croyez-moi, c'est possible. Et on le voit à travers les initiatives qui se mettent en place dans des endroits incroyables. En particulier, ça peut commencer par le groupement d'achat. Ce que nous, on essaie de faire sur Saint-Jean-de-Côte, on a pour l'instant un peu de mal. Parce que vous voyez bien que ça demande quand même un déplacement essentiel. Hein. Pour nous, qui ne sommes pas paysans, qui ne sommes pas épiciers, qui ne sommes pas boulangers, ça veut dire qu'on se décale de la position de consommateur. Vous voyez bien que c'est ça quand même ce que ça veut dire. Voilà. Donc là-dessus, on a quand même vachement de mal. On se rend compte que les pratiques liées à la consommation de masse installées depuis 40 ou 50 ans, on a quand même vachement de mal à faire en sorte que les gens se décalent de ça et prennent en charge un peu quelque chose. Et en particulier, par exemple, sur un groupement d'achat, quand on le met en place, il y a une partie du travail gratuit qui est extrêmement important. Comment on le partage, ce travail gratuit? Alors, ce que je n'ai pas dit, qui est quand même super important aussi, c'est que il n'y a pas grand-chose d'un point de vue historique qui raconte ce qui s'est passé pour les ouvrières, les femmes, dans les caisses de sécu. Donc on peut faire confiance aux hommes pour avoir fait en sorte qu'elles y soient très peu. Donc ça veut dire aussi que sur la période actuelle, l'attention aux femmes et la façon dont elles sont intégrées et qu'elles prennent la main aussi, de façon assez forte, sur la question du travail, par exemple. Hein. C'est-à-dire en particulier, avec la période de confinement, dans les études qui ont été faites sur comment s'est organisé le travail nourricier, les études le montrent clairement, hein, la charge du travail nourricier a été évidemment majoritairement sur les femmes, même si un certain nombre d'hommes se sont engagés plus que d'habitude. Et ça n'empêche qu'au bout du compte, c'est quand même ce qu'on constate. Et donc ça veut dire aussi que de ce côté-là, en tout cas, bon, moi je suis dans un courant écoféministe, donc je ne vais pas dire le reste. En tout cas, nous, de notre côté, le processus démocratique, il doit passer par le regard des femmes et des enfants. Et des enfants. Moi, chaque fois que je croise des profs, je leur dis, je leur dis, ce serait chouette si vous mettiez une pièce de sécu en route avec les gamins de vos classes. Quoi. Ne serait-ce que sur la question de la cantine ou même de la gestion d'une petite caisse entre vous, enfin, je ne sais pas quoi. Dans cet apprentissage, à la fois de la compréhension de ce que c'est qu'un système alimentaire et du processus démocratique. Parce que, mine de rien, on n'a pas beaucoup de temps hein, quand même sur la transformation des systèmes alimentaires. Il faut savoir que l'agriculture est responsable à l'échelle de la planète de 30% des gaz à effet de serre, c'est énorme. Et en particulier, du champ à l'assiette, il y a pratiquement 50% de gaspillage. Vous voyez, je veux dire, les enjeux sont colossaux. Hein, sont colossaux. Donc, ce qui veut dire aussi que de partager
cette idée de travail nourricier avec les enfants, elle est super importante. Elle est super importante. Bon, d'ailleurs, hein, moi j'ai été vachement surprise dans des interventions que j'ai pu faire au collège, de voir des jeunes, des fois des pré-ados, conscientisés sur les enjeux autour de l'eau, par exemple, et même sur la démocratie. Même sur la démocratie, avec des questions extrêmement pertinentes sur qui est citoyen et qui est citoyen, par exemple. Donc voilà. C'est en gros, hein. C'est en gros. Après, il faut débroussailler, il faut documenter, et puis il faut surtout voir traduire localement qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'on aurait besoin vraiment sur cet arrière-pays d'enclencher un processus pour deux raisons. La première, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ce projet, si on n'y travaille pas, va être fait essentiellement pour les urbains. On a un problème assez fondamental d'accès aux ressources pour les villes, les grandes villes, qui évidemment vont chercher dans le milieu rural autour, et qu'on se retrouve dans certains endroits où il y a ce péri-rural, je ne sais pas comment le dire, qui s'est mis en place autour des grandes villes, et puis après on va un peu plus loin, et on se rend compte, par exemple, sur certains territoires, qu'une partie de la production maraîchère est aspirée par la ville, et nous on va Intermarché. Hein. Voilà. Donc ça veut dire aussi que la question d'égalité entre les territoires et la façon dont ça va pouvoir se réfléchir est super importante. Et on n'y arrivera pas s'il n'y a pas dans les territoires ruraux vraiment quelque chose qui s'enclenche et qui se réfléchit, en particulier dans ce rapport à la ville. Puis bon, vu la période, c'était bien de ne pas laisser passer tout l'été sans rien faire. Voilà. Non. Merci d'être venu très vite à notre demande. Oui. Déjà, merci de m'avoir invité. Non, mais le 28 juin, voilà, ça s'est mis en place très rapidement. Tout à fait, oui. C'est très bien. C'est super. Et moi, je suis rouge, pareil. Moi, je ne le vois pas, mais j'ai chaud. J'ai beaucoup aimé la mise en perspective historique aussi que tu as fait. Très intéressant. Pour montrer qu'il faut qu'on soit des héritiers. Oh, mais surtout, ça veut dire aussi qu'on n'est pas démunis. On a du capital, de lutte sociale. On n'est pas sans rien. C'est quand même pas mal de savoir ça. Donc, je suis passée sur l'évolution de la législation en France aussi, qui a eu sur les 10 dernières années, et qui ont soutenu la politisation de l'alimentation. Deux questions. Déjà, aussi savoir si dans d'autres pays ça existe. Et puis l'autre question, c'est identifier les leviers qui pourraient faire démarrer dans une petite communauté comme la nôtre. D'achat, c'est un groupement d'achat. Vous ne démarrez pas sur le réel de là où vous êtes, une caisse alimentaire entre vous sur comment vous allez travailler, les réseaux d'approvisionnement, comment vous mettez ensemble cette idée de cotisation ou pas. Enfin, on n'est pas obligé de tout faire, hein. On n'est pas obligé de tout faire. Moi j'ai un problème avec la cotisation. Oui. Parce que c'est pas légal. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas légal? Même si typiquement une cotisation c'est sur le salaire, c'est proportionnel au salaire. Là, non mais là on est sur la plus-value. Voilà. Oui, mais enfin là, dans le cas concret de là demain, oui. alimentaire, moi j'ai pas de salaire, j'ai pas de cotise. Oui. Non. Il y a des choses comme ça. Tu vois, ça fait partie des... Moi je pensais plutôt... Ça fait partie des choses à discuter. Tu vois, dans le cadre à Saint-Jean, mais pour moi, au lieu de faire une caisse où chacun mettrait une cotise, même si moi je mets 1 euro et quelqu'un met 10 euros, je trouve ça assez gênant en fait. Parce que c'est toujours les mêmes. C'est des gens qui sont un peu moyens, qui ont un peu de sous, qui vont donner pour ceux qui n'ont pas de sous. Et du coup, je trouve ça déséquilibré et injuste pour les gens qui sont moyens, qui sont déjà comme ils peuvent, qui n'ont pas besoin d'être ceux qui vont aider ceux qui sont plus faibles. Je ne parle pas des gens qui sont
pense qu'au lieu de faire une cotisation vraiment, c'est de l'argent, moi je connaissais plutôt un truc de l'ordre du travail. Oui. C'est-à-dire que avoir des idées pour gagner de l'argent qui va compenser ceux qui ne peuvent pas payer. Tout le monde travaille. Je pars faire un repas où les plats sont vendus et l'argent qui est revenu de ça sert à payer ensemble des choses. Et du coup, il n'y a plus de différence dans quel revenu j'ai dans la vraie vie par rapport à ce que je fais quand je suis dans le groupement d'achat. Et je trouve que c'est plus équitable. Alors, je peux me permettre de payer le même prix, je peux me permettre de payer, je ne peux pas me permettre, je paye moins, mais c'est la caisse qui compense. Personne ne paye plus, en fait. Je pense que c'est un bon système, plus égalitaire, et qui peut compenser, par exemple, les gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont trop âgés ou qui sont en handicap, quoi. Ben, la caisse permet que ils n'ont pas travaillé, mais ils peuvent quand même participer, avoir la compensation du niveau. C'est-à-dire qu'on achète quand même la chose, mais la différence de prix, avec par exemple combien j'achèterais à Lidl ou à l'Inter, pour que ce soit plus juste, cette différence de prix entre le produit de qualité et le produit que j'aurais acheté quelque part de qualité, qu'elle soit compensée par la caisse et le travail de tous. Je trouve ça plus juste que la cotise qui est en plus difficile. Enfin, voilà. Après, il y a, j'ai donné de l'argent, j'ai droit à des choses, une justification. Alors que je travaille et je fais une tâche qui va quand même compenser la différence de prix pour tous. Alors, ça fait 1 euro pour l'un et 3 euros pour l'autre. Ça, personne ne peut forcément le voir. Mais voilà, ça évite d'entendre mais moi je suis un moyen et c'est moi qui toujours paye pour les autres. Qui fait mal au cœur en fait. Effectivement, c'est le c'est problème. moyen et c'est toi qui le donnes. C'est le problème de la situation d'aujourd'hui. C'est effectivement les classes moyennes qui sont finalement au cœur de la ponction forte. C'est la solidarité aussi. Ouais, mais là, si tu veux, ce qui est plutôt solidarité si on veut, mais si tu veux, comme la solidarité, elle a été tellement institutionnalisée Tout à fait. que ce que propose Mathilde, c'est un peu différent. Donc, moi, c'est du ressort de l'entraide. Non, mais je suis complètement d'accord. Et donc, si tu veux, c'est l'entraide, on peut même la qualifier, quoi, l'entraide nourricière. C'est-à-dire, si on ne s'entraide pas pour manger, voilà, ça va devenir compliqué. De toute façon, le réel, c'est celui-là. Hein. Le réel, c'est celui-là. Je veux dire, dans les 10 ans qui viennent, on va connaître de plus en plus de situations où l'approvisionnement va être compliqué. Voilà. Donc, je veux dire, la question de l'entraide, elle est centrale dans ce processus. Et si tu veux, quand moi je parle de cotisation, c'est vraiment à l'échelle de la caisse de sécurité sociale. Comme là, de toute manière, la mise en place de quelque chose de général, ça Oui. reste une idée. Il faut forcément commencer Oui, petit. bien sûr, oui. Il faut forcément multiplier du coup, les expériences comme c'est déjà en cours. Je pense qu'il faut tester, il faut y aller, il faut faire des trucs, il faut se planter pour voir, parce que rien que le fait de le faire, ça fait bouger les esprits autour. Et si un jour il doit vraiment y avoir une vraie sécurité sociale alimentaire, les gens, dans leur esprit, c'est déjà quelque chose qui existe, qui est acceptable, et du coup s'installera de lui-même facilement. Et je pense que la question de changer la mentalité, c'est vraiment la chose importante, et même en ratant, même en faisant pas très bien, ça travaille, ça fait poser des questions, ça fait se montrer et montrer aux autres, même s'ils ne participent pas, et qu'ils le voient juste, qu'ils entendent le mot, qu'ils se posent des questions. Bref, ça travaille au truc, c'est les bons termes, hein, mais Alors c'est vrai que là, vous êtes tous là parce que vous êtes intéressés par cette question-là, donc je suppose que vous avez questionné vos habitudes alimentaires. Donc vous faites partie de la frange de la population qui se pose des questions là-dessus. Mais ceci dit, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est dans un contexte de consommation de masse. Même si on sent bien que les gens commencent à se poser des questions par rapport à ça, et puis qui essayent de transformer un peu des choses, vous voyez bien aussi qu'on est complètement enfermé dans des habitudes alimentaires, des goûts alimentaires, qui sont quand même le résultat d'une production agro-industrielle, avec du sel, du sucre, du gras, tout le phénomène de cracking qui est utilisé en particulier dans les aliments ultra transformés. Bon, donc ça a forgé un goût
qui est extrêmement important. Et que donc par rapport à ça, eh ben, c'est sûr qu'on a besoin d'apprendre tous et toutes. C'est pas juste. Et là, par rapport à ça, il faut aussi essayer de comprendre ça. L'alimentation, c'est un marqueur des rapports de classe. Ok? Extrêmement puissant. Donc, aujourd'hui, les discours moraux qui consistent à aller expliquer à des tas de gens qui ne savent pas manger, qu'il faut qu'ils changent de régime alimentaire, ça vient dire quelque chose des rapports de domination. Donc, il faut y être attentif aussi à ça. Enfin, je veux dire, si c'est pour aller imposer nos propres schémas auprès d'autres, on est simplement en train de faire ce que les autres ont déjà fait avec nous avant. Donc il faut être assez humble par rapport à ça. Hein. D'une part. La deuxième chose, moi j'ai appris aussi, alors c'est aussi, moi je viens aussi d'une famille ouvrière, donc je le sais, c'est que dans les familles à petit budget, on a des habitudes alimentaires qui sont généralement extrêmement intéressantes sur la façon de savoir faire des combinaisons alimentaires. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, d'utiliser encore beaucoup les marchés. Mais c'est aussi dans cette population-là en particulier qu'on va avoir le plus de conséquences néfastes liées à ces régimes alimentaires liés à l'ultra-transformation. Donc moi, je vous engage à être assez humble par rapport à ça. Parce que vous en êtes là aujourd'hui, réfléchissez le temps qu'il vous a fallu pour arriver à prendre conscience de ça, par où vous êtes passé, dans quel milieu vous étiez, et de vous dire qu'on n'a pas de leçon à faire. D'autant plus que ces projets-là, comme la sécurité sociale de l'alimentation, ou bien même le courant écoféministe dans lequel je suis, la diversité culturelle, elle n'est pas au rendez-vous. Très peu au rendez-vous. Et par exemple, dans ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, on a un paquet d'initiatives qui sont là pour aller expliquer aux pauvres comment il faut manger. Et par contre, des initiatives issues des quartiers populaires qui viendraient rejoindre ce projet-là, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, il va y en avoir là. On sent bien que la question elle est en train de se poser et qu'ils vont venir nous rejoindre dans un certain nombre de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme là, je pense qu'il faut écouter. Hein, écouter, faire un peu profil bas et essayer de se dire que à travers nos parcours, on a eu accès probablement à une culture, à une façon de poser les questions, et que ça ne nous donne pas le droit de dominer les autres. Voilà. Dans ces histoires d'alimentation, c'est hyper important. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un levier politique, parce qu'on a mis dans la manifestation des agriculteurs, tous les agriculteurs, alors qu'ils sont dans des situations complètement différentes. Et ceux qui souffrent le plus, qui pourraient rentrer dans un cycle de l'alimentation locale, pourraient, s'ils étaient politisés dans ce sens-là, dire ben voilà, nous on a le même combat que les consommateurs, et les consommateurs sont réduits en quelque sorte à la charité publique qui profite aux industriels et à l'international. Et nous, on est pareil, on produit, on nous fait exporter, on produit pour exporter, il faut que sur le marché, ce soit le moins cher possible, on a des conditions de vie. On pourrait rapprocher, je me dis mal, mais il me semble qu'on pourrait rapprocher. C'est ce que fait la Confédération paysanne. Hein. Enfin, je veux dire, c'est intrinsèquement partie prenante de la vision politique de la CONF depuis 2014 à peu près. Et pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas dans la... ça n'apparaît pas au niveau des agriculteurs, ils ne se rendent pas compte de ça? Mais si, ils s'en rendent compte. Et dans la sécurité sociale de l'alimentation, la Confédération paysanne est présente. Non. Mais par exemple, on aurait besoin, franchement, que les syndicats des travailleurs et des travailleuses de l'agroalimentaire viennent nous rejoindre dans la caisse de sécurité. Franchement, ça serait super important. Or, pour l'instant, les discussions qu'on a avec
avec les organisations locales, hein, je ne parle pas au niveau national, c'est même pas la peine d'essayer, mais en tout cas au niveau local, on aurait vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui se mette en route dans la discussion par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas rester simplement dans une vision qui consisterait à penser qu'il faut protéger l'emploi dans l'agro-business, et que le projet de sécurité sociale, finalement, il vient s'immiscer là-dedans et reposer la question de l'emploi. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on va faire, évidemment, puisqu'on parle du conventionnement des activités. Mais en même temps, ce qui serait super, c'est qu'effectivement, ces choses-là soient pensées avec les syndicats des entreprises de l'agroalimentaire. Voilà, par exemple, ça, c'est une démarche qui est entreprise déjà depuis quelques temps et avec laquelle on a du mal. Alors, il y a des syndicalistes à l'échelle locale qui commencent à s'intéresser à ces questions-là et qui commencent à rejoindre les groupes locaux qui réfléchissent à la SSA. Alors, pour répondre à ta question tout à l'heure sur l'étranger, alors oui, on a nos amis belges qui suivent de très près le travail qu'on fait, qui enclenchent la même chose, qui ont enclenché le même processus. Ils ont une sécurité sociale comme un autre, donc pour eux, cette question-là, elle est en train d'être réfléchie. Il s'est passé l'été dernier ou l'été d'avant, je ne me souviens plus, quelque chose d'intéressant dans le canton de Genève qui a constitutionnalisé le droit à l'alimentation. Et on a aujourd'hui des demandes très claires qui viennent des autres pays européens. En particulier, ils nous demandent la traduction de nos réflexions et de nos textes. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une idée qui politiquement correspond à des questions qui se posent sur toute la planète. C'est pas juste chez nous. Et qui s'appuie en particulier sur le régime général de protection qu'on a nous en France et dans d'autres pays, c'est des systèmes un peu différents. Voilà. On a même les Anglais aujourd'hui qui commencent à regarder ce qu'on fait. Eux, il va leur falloir du temps. On va bien avoir de la bouffe de qualité, c'est sûr. Bah oui, mais c'est typiquement, l'Angleterre, c'est typiquement un pays où son système alimentaire est complètement dépendant de ses colonies et de ses ex-colonies, c'est clair. Et donc voilà, quoi, ça demande derrière une autre façon de poser les questions agricoles en particulier. Alors bien sûr, la question de l'agriculture, elle est vachement importante, on est bien d'accord, mais c'est pas la seule question. C'est pas la seule question. Moi, j'insiste sur les villages sur lesquels on est. Le boulanger est vachement important. Nous, si on n'a plus de boulanger, ça veut dire inévitablement prendre sa bagnole. Il n'y a pas de solution. Donc, ça veut dire aussi qu'on a besoin de réfléchir à ce réseau de distribution qui maille les endroits où on vit de façon beaucoup plus importante. Donc, l'expérience de Montpellier, ils sont partis avec un petit groupe qui s'appelle le comité citoyen. C'est ce petit groupe de 50 personnes qui a élaboré, travaillé, réfléchi les critères de conventionnement. Alors évidemment, si on regarde ce qu'ils ont commencé par conventionner, ils ont conventionné les réseaux habituels, la Biocoop, la Cagette, la 5e saison, le Cavor, etc. C'est-à-dire quand même une façon de répondre à l'accès à l'alimentation de la petite bourgeoisie urbaine, pour dire les choses assez clairement. Voilà. Mais en même temps, dans ce travail-là, il y a eu aussi finalement la façon dont petit à petit ils ont approfondi les critères et ils ont commencé à ouvrir les pistes de conventionnement. Et c'est comme ça sur toutes les caisses qui se sont mises en place, que ce soit celle de Montpellier, celle de Bordeaux et la mutuelle de l'alimentation qui existe en Alsace. Celle de Cadnay aussi, c'était pareil. Cadnay, ils ont commencé avec un tout petit groupe autour de quelque chose comme votre tiers-lieu. Voilà, exactement pareil, ils sont partis de là, donc c'était très peu. Ils ont cherché à recruter des gens et donc ils sont allés distribuer leurs propositions à la fois dans les rues du village, mais
là où les gens vont acheter à manger, en particulier le supermarché. Donc, ce supermarché, ils sont allés recruter les citoyens pour venir travailler ce projet-là dans la caisse de camion. Et dans toutes ces caisses, il y a un processus d'apprentissage qui est mis en place, c'est-à-dire que pendant 6 ou 7 mois, les participants, comme c'est le même cadre que la convention citoyenne qui s'était mise en place, c'est-à-dire tout un tas de gens qui viennent partager leurs connaissances et qui permettent donc aux gens de s'approprier ces connaissances et de s'en servir ou pas, d'ailleurs, dans la façon dont ils réfléchissent derrière les critères de conventionnement. C'est un point important, les critères de conventionnement. Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu connais l'association Bouge ton corps? Alors, c'est une nouvelle mousse, ça. Alors, c'est dans la Creuse, je connais des personnes qui ont créé dans un petit village une épicerie solidaire. Donc, et ils sont beaucoup avec les producteurs locaux, mais ils sont aussi, ils vont dans les grandes surfaces aussi pour acheter là ce que les locaux n'ont pas, avec des prix compétitifs dans la mesure où ils prennent une certaine quantité. Et la gestion de cette épicerie solidaire, elle est vraiment dans quelque chose de moi je sais faire ça, donc je peux faire ça, moi je sais faire ça, moi je sais faire à manger, moi j'ai du fric, donc je peux donner. Il y a cet échange-là. Et ce sont des personnes qui, sur le plan national, essayent de mettre ça un petit peu partout dans la comptabilité. Alors, ce qui est important aussi, c'est que tout ce que je suis en train de vous raconter là, ça s'appuie finalement sur des pratiques ouvrières qui existaient déjà. Parce que par exemple, la question des épiceries solidaires, alors ça ne s'appelait pas comme ça, c'était des groupements d'achat solidaires. C'est des choses qui se sont mises en place de façon forte après la Seconde Guerre. Moi j'ai été élevée par ça, c'est pour ça que je le connais. Et en gros, jusqu'au début des années 70, ces groupements ont fonctionné dans ce mécanisme, comment on pourrait l'appeler, ce mécanisme d'entraide qui consiste à partager les tâches et l'argent. C'est-à-dire que certains interviennent avec de l'argent, d'autres interviennent avec des tâches. Mais ça demande quand même, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce que de tout ça on a quand même appris des choses, c'est de faire attention au partage du travail. C'est que ce ne soit pas toujours les mêmes et que ce ne soit pas que les femmes qui se cultivent une grosse partie. On le voit dans les AMAP, on le voit bien. On a fait une étude sur les AMAP Île-de-France et on voit bien que tout ce qui est les tâches de mise en place de la distribution des AMAP, 80% sont des femmes. Et les supermarchés coopératifs, Bruxelles c'est la bise, mais je pense qu'il y en a d'autres où les gens travaillent justement un certain nombre d'heures par mois. Oui. Et je pense que dans les produits qui sont proposés, il y a aussi une variété suffisamment large pour attirer différentes personnes. C'est un des... Ah, c'est comme la cage. C'est un des lieux qui a été conventionné tout de suite et qui s'est fondé sur le modèle, en réalité, des groupements d'achat ouvriers qui existaient en France, mais la Cagette, quand ils nous en parlent, ou la Louve à Paris, quand ils nous en parlent, ils nous parlent de s'appuyer sur le modèle états-unien, qui consiste effectivement à être adhérent de cette coopérative, en particulier par au minimum 3 heures de